Des particuliers ainsi que des mouvements de jeunes s'organisent pour soutenir les municipalités dans les curages des caniveaux. Nous allons nous rendre en commune 2 où les jeunes ont décidé de prendre à main le curage de leurs caniveaux. Le doyen Djibril Mbodj, journaliste émérite à la retraite, s'en est allé hier soir pour l'éternité. Le doyen Mbodj est décédé à l'âge de 71 ans. Des témoignages sous ce baobab de la presse malienne dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ouverture cet après-midi à Mopti de la Biennale artistique et culturelle 2023. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui met en compétition la jeunesse malienne, c'est-à-dire les 19 régions et le district de Bamako, et c'est là pendant 10 jours. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présentation d'une chorégraphie intitulée Le Mali, une nation, une histoire commune, un destin, un même destin. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture, c'est à suivre dans nos prochaines éditions. Le curage des caniveaux à la veille de saison des pluies est un facteur d'atténuation des risques d'inondation. Pour ce faire, des particuliers ainsi que des mouvements de jeunes s'organisent pour soutenir les municipalités dans ces actions d'intérêt public. C'est le cas par exemple en commune 2 où un plan d'action est en cours d'exécution. Salim Traoré. À l'approche de la saison pluvieuse, tous les efforts sont actuellement concentrés sur l'évacuation des caniveaux en commune 2 du district de Bamako. Cependant, une préoccupation grandissante s'est fait sentir car la totalité des caniveaux est actuellement obstruée. Vous savez, les collecteurs et les caniveaux sont faits uniquement pour le drainage de l'eau pluviale. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'ils sont devenus autre chose que le seul drainage de l'eau de pluie. Il y a les eaux usées. Et puis, les caniveaux aussi sont devenus encore des dépôts d'ordures. C'est ça aussi le problème. Une fois que la pluie tombe seulement, paf, on jette, on jette, on jette. Donc finalement, ces différents déchets-là vont s'arrêter quelque part. Et petit à petit, les caniveaux deviennent des dépôts d'ordures aussi, à leur manière, à leur façon. Abdoulaye Bassouli, 4e adjoint au maire de la commune 2, souligne que celui-ci dispose du plus grand nombre de caniveaux et de collecteurs de la capitale. Pour ce dernier, l'efficacité du curage de ces caniveaux réduit considérablement les risques d'inondation. Nous avons soumis un certain nombre tous les collecteurs avec un certain nombre de caniveaux aux autorités. Donc finalement, 3 ont été choisis, notamment le collecteur de Balasako qui est très très important, le collecteur de Lopam aussi qui est très important, et le collecteur Ashkabad. Donc si nous parvenons effectivement à curer ces 3 collecteurs qui sont d'ailleurs remplis à 90%, donc je pense que cette année on peut dormir un peu quoi. Au 4e adjoint du maire de la commune 2, de saluer les initiatives personnelles entreprises par certains jeunes de la commune visant à évacuer les débris des caniveaux. Leur engagement est reconnu et apprécié par les autorités communales. Les braves populations pour accueillir la saison des pluies, permettez-moi l'expression, et s'y mettre à curer leurs collecteurs, leurs caniveaux. Donc ça aussi c'est très important. Ça veut dire que petit à petit les uns et les autres commencent à comprendre que le seul État n'a pas les moyens de faire tous ces boulots-là, tous ces caniveaux-là. Toutefois, compte tenu des ressources limitées de l'État pour entreprendre tous les travaux nécessaires, il devient impératif d'accentuer la sensibilisation auprès de la population afin qu'elle cesse de jeter des ordures dans les caniveaux. Cela permettrait de prévenir l'obstruction et de faciliter l'écoulement des eaux de pluie.
La revue de presse en bambara accompagnée de commentaires fait partie des bulletins d'information phares de plusieurs chaînes de radio et de télévision. Elle s'intéresse notamment aux informations dominantes du moment. Ce genre journalistique adapté au contexte linguistique local permet de nos jours à une frange importante de la population d'être informée sur l'actualité. Bemba Sibi. Chaque jour, à travers la radio ou la télévision et pour certains par le téléphone portable, les citoyens s'informent surtout avec les revues de la presse quotidienne en Bamanankan proposées par ces différents médias, à l'image de Bet Traoré, ouvrier. Je m'informe sur la situation du pays à travers les revues de la presse proposées par les radios. Vu que je ne suis pas instruit, je ne peux lire encore moins écouter les éditions en français. Chaque jour, je suis les différentes revues de la presse à la radio et à la télé pour avoir des informations. J'apprécie énormément ces éditions. De l'autre côté, dans les stations radio et télévision, les animateurs s'activent à informer les auditeurs et téléspectateurs. Un travail qui demande beaucoup de préparation, de la lecture surtout. Tôt le matin, les différentes équipes parcourent les colonnes des parutions du jour pour s'informer d'abord avant de partager ces informations en langue nationale bamanankan. L'objectif recherché, c'est de faire en sorte que les citoyens lambda, la population, qui n'ont pas accès à ces journaux écrits, de connaître un peu ce que la presse écrite fait, ce qu'ils ont dit par rapport à l'actualité du jour. Il y a un peu de différence, c'est-à-dire donner de l'information en ingérant un peu d'humour pour éveiller les gens afin de passer le message. Donc notre manière, ici nous on appelle, c'est comme une sorte de théâtre forum. On donne des informations, on fait une sorte de comédie pour éveiller les auditeurs et puis glisser l'information. Depuis plus de 20 ans, ces deux radios résument l'actualité malienne en langue nationale bamanankan pour aider une bonne partie de la population analphabète, mais aussi ceux qui n'ont pas assez de moyens pour acheter des journaux. Ce dernier aspect n'est pas sans conséquence pour la presse écrite. Je vous le disais à l'entame de cette édition, ouverture cet après-midi à Mopti de la Biennale artistique et culturelle 2023 et rendez-vous du donner et du recevoir qui met en compétition la jeunesse malienne, c'est-à-dire les 19 régions et les districts de Bamako. C'est là pendant 10 jours. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présentation d'une chorégraphie intitulée « Le Mali, une seule nation ». Une histoire commune, un même destin. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Abdoulaye Sako. Biennale artistique et culturelle. Mopti offre son hospitalité légendaire aux différentes délégations venues des 19 régions et du district de Bamako. Une cérémonie riche en couleurs qui a mis en exergue la mosaïque interculturelle d'un pays riche de par sa diversité. L'avant-goût de cette messe de la jeunesse malienne a été donné par le défilé des différentes troupes, chacune montrant un pan de son riche patrimoine. Une prestation grandiose devant des personnalités du Mali et de l'extérieur, des pays amis comme le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et un émissaire des autorités qataries. Les autorités régionales de Mopti ont à l'unanimité salué le président de la transition pour le choix porté sur la 5e région pour abriter cette biennale artistique et culturelle. L'un des temps forts de cette cérémonie d'ouverture a été la chorégraphie présentée par 200 jeunes venus de l'ensemble des régions du Mali. Les messages de la chorégraphie étaient consacrés à la paix et à la réconciliation nationale, conformément au thème de la biennale édition 2023, le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Les jeunes dans un mouvement d'ensemble font la genèse de la crise malienne, les conflits inter- et intracommunautaires. Le message véhiculé est la souveraineté du Mali, un chemin voulu et tracé par les autorités de la transition. Un hommage mérité a été rendu aux femmes dont la montée en puissance a été soulignée. Autre enseignement à tirer de cette prestation, le bateau Mali Tanguera
mais ne chavirera jamais. Cette chorégraphie a été précédée de la prestation de l'ensemble instrumental qui a chanté aussi la paix, l'unité et le vivre ensemble. Le retour de la Biennale, faut-il le rappeler, est une recommandation des Assises nationales de la Refondation. Sur un tout autre sujet, si les dépenses familiales pèsent à titre principal sur les chefs de famille, la contribution des mères est aussi d'un apport déterminant. À l'occasion de la fête de Tabaski qui vient de s'achever, nombreuses sont les femmes de ménage qui se sont pleinement manifestées, et cela en dépit de la situation économique peu favorable. Des témoignages dans ce reportage signé Dalla Traoré. Qui parle de fête de Tabaski parle de dépenses qui sont en grande partie prises en charge par les chefs de famille. Achat de moutons, prix de condiments, achat d'habits pour les enfants, j'en passe. Certaines femmes apportent leur contribution aux dépenses de la fête de Tabaski dans la discrétion. C'est par exemple devenu une habitude pour cette dame très âgée qui, compte tenu de l'état de santé de son époux, a pris en charge les dépenses familiales de cette fête. Cette charge ne me dérange pas. C'est un fait, sinon nos maris ont beaucoup fait auparavant. La relation entre deux conjoints est souvent basée sur la discrétion. Quand l'âge avance, on s'entraide sur cette base, surtout quand l'homme vieillit plus vite que la femme. Il faut un degré de compréhension et attacher les ceintures pour l'aider. Les enfants ont eu leur habit de fête, ils se sont bien amusés et ont bien mangé. La fête s'est bien passée. Beaucoup de gens sont conscients des dépenses de la fête des Tabaski. Les hommes payent leurs moutons et donnent les prix de condiments. Nous complétons non seulement les prix de condiments, mais aussi nous faisons des dépenses pour les enfants. Apporter son aide à son mari est une obligation. Nous aidons nos époux selon nos moyens. C'est ce que nous confirme d'ailleurs cet époux qui d'ailleurs fait cette remarque en matière d'apport des épouses pour la fête de Tabaski. Elles ont fait de leur mieux, hein. Ça c'est chaque année. Il faut s'occuper des enfants, les tresses, les vêtements chez les tailleurs, voilà, et puis l'assainissement de l'environnement. Bon, le cas, ça arrive souvent, hein. Cette année aussi c'est arrivé. Les prix de condiments qui sont devenus très chers, là. Elles cotisent aussi et puis elles viennent en aide. Hein. Financièrement, elles viennent en aide. Hein. Pour Jawara Abisidibé, la totalité des charges financières revient à l'homme, mais elle apporte sa contribution. En très général, famille Moussaka Tcherebi Jonabe, Généralement, c'est l'homme qui doit s'occuper de tout et l'apport de la femme est un appui. Surtout quand vous avez des enfants, il est obligatoire de s'unir et s'entraider. Mais l'entraide est très importante aussi au sein d'une famille car cela renforce les liens. Mais quand c'est le contraire, ce n'est pas bon. L'apport d'une femme dans une famille au sein de notre société est d'une grande importance. C'est pourquoi cette pratique, qui est l'une des valeurs cardinales de notre société, continue toujours chez plusieurs femmes. Selon elles, cela renforce les liens au sein de la famille. Après la fête de Tabaski qui a permis à de nombreux commerçants de générer assez de revenus, le climat des affaires est actuellement timide. Le constat a été fait par l'une de nos équipes qui s'est rendue au Grand Marché de Bamako. Selon les témoignages recueillis, très peu de clients se présentent à eux. Bakari Kabadjakite. La communauté musulmane du Mali a fêté en grande pompe la Tabaski. Une semaine après, l'heure est à la reprise des activités commerciales. Au Grand Marché de Bamako, les uns et les autres sont au four et au moulin. Dans la boutique de Hamza Sako, les activités ont repris, de même en dépit de la morosité. Je dirais que ça va un peu, même si ça ne bouge pas. Il n'y a pas quotidiennement de clients, mais ça va. Bon, déjà, nous sommes à une semaine de la fête. Je dirais que c'est dû à ça et puis des problèmes d'argent aussi, je dirais. Oui. Le constat est identique dans certaines boutiques de prêt-à-porter, surtout quant au climat des affaires. L'activité, ça se passe mollo. Les gens viennent petit à petit pour faire les achats.
ceux qui n'ont pas pu faire les achats à la veille de la fête, et ils passent pour faire leurs achats. Parce que ça a trouvé que certains étaient en mission. Non loin de là, un commerçant nous confie qu'il y a un démarrage timide à son niveau par rapport à la clientèle. Toute chose qui, selon lui, s'explique par certains facteurs. Après la fête, les clients viennent petit à petit. Ce ralentissement au niveau de la clientèle s'explique par les difficultés du moment et puis les préparatifs de la fête. Avec les mariages, les choses vont rentrer dans l'ordre. Si certains commerçants parlent de la lenteur des activités, ici, elle tourne à hauteur de souhait, au dire de ce commerçant qui a ouvert sa boutique depuis lundi. On a commencé hier, lundi, donc pour le moment, les clients ont commencé à venir. Il y a un véritable mouvement au niveau du grand marché. Des commerçants grossistes et d'autres détaillants sont actifs dans tous les coins que nous avons sillonnés à l'attente de leurs clients. On comprend souvent qu'après la Tabaski, le climat des affaires reste faible, généralement jusqu'à un moment. Le constat est que l'espoir est permis pour ces commerçants engagés résolument dans leur activité. Cela présage que les lignes bougeront dans les prochains jours. Page noire de cette édition, l'ORTM une fois de plus en deuil. Le doyen Djibril Mbodj, journaliste émérite à la retraite, s'en est allé hier soir pour l'éternité. Décédé à l'âge de 71 ans, le doyen Mbodj a rendu 37 ans de service à la nation en occupant plusieurs postes de responsabilité, notamment à l'ORTM et à la présidence de la République, avant de faire valoir ses droits à la retraite. Ces obsèques ont eu lieu aujourd'hui. Témoignage sur ce baobab de la presse malienne avec Mathia Traoré. Djibril, c'est pas mon grand frère. Je le considérais comme un papa. Parce que moi, j'ai perdu tout mon papa à 21 jours. Donc c'est Djibril que je considérais comme mon papa. C'est jusqu'en 82 que j'ai su que Djibril, c'est mon grand frère, c'est pas mon papa. Donc sa perte, c'est une grande... Non. On a débuté l'école normale supérieure, mais il a décroché pour aller faire le CESTI de Dakar. Lui est de la 6e promotion et moi de la 11e promotion. Maintenant, je pense qu'il tire sa révérence à un moment où le pays traverse un tournant, où les journalistes ont un rôle à jouer. C'était son cas quand il arrivait à la rédaction, avec son caractère, sa personnalité, sa voix. Et ce dont je me rappelle, c'est que son premier reportage a donné lieu à des turbulences. Parce qu'il venait d'arriver, il a fait un sujet d'école. Il a traité de l'huile. Le déficit de l'huile au Mali, c'était un sujet tabou. Nous étions dans le même bureau pendant près de 5 ans. Donc c'est un homme très gentil, sans façon. Bon, c'est vrai, nous avons pris de l'âge, mais des décès comme ça rend très triste. Imaginez quelqu'un que vous côtoyez tous les jours. Il était le rédacteur en chef de la télé, moi j'étais son adjoint, et nous étions dans le même bureau. Ce que je retiens de lui, c'est un homme qui était très gentil. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, en cette douloureuse circonstance, exprimer toutes mes sincères condoléances à la famille de Feu Djibril Mbodj. Je vous avoue que Djibril, pendant tout le temps où j'étais avec lui, sous son encadrement, j'ai beaucoup appris de l'homme. C'est un journaliste chevronné, un journaliste d'une rigueur exemplaire. Et je vous assure que c'était plaisant de travailler avec lui. Et par la suite, tout ce qu'il avait exigé de nous en termes de rigueur, tout ce qu'il nous donnait en termes de conseils, et Dieu faisant bien des choses, quand j'ai poursuivi le reste de mon chemin, mon parcours, on va dire ainsi, j'ai eu à apprendre à mes dépens que Djibril avait effectivement raison. C'est Dieu qui nous a unis parce que
On s'est connus en 70-71, mais il s'est trouvé qu'on est venu loger côte à côte. Nos deux maisons sont côte à côte. Donc nos liens sont toujours restés. Ce que je peux dire en témoignage, il aimait beaucoup ses frères. Et il avait le sens de l'amitié. Il sait ce que c'est que l'amitié. Donc il est quelqu'un qui aime ses frères, qui aime l'amitié. Donc on ne peut pas dire mieux que ça. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.